Notre communication a un double objectif. D'une part, présenter l'outil numérique que Philippe Gambette a créé pour visualiser, étudier et comparer, différents ordres d'un recueil de textes à l'autre. D'autre part, analyser à titre d'exemple quelques déplacements et recompositions de l'ordre des poèmes. Ce travail s'inscrit à la croisée des études littéraires et des humanités numériques. Bien évidemment, l'enjeu n'est pas seulement technique, il s'agit de proposer une méthode d'exploration qui permette de renouveler l'étude des logiques de composition des recueils textuels. Bien que développé à partir du corpus d'une poète du début du 19e siècle, Marceline Desbordes-Valmore, cet outil a vocation à être utilisé pour d'autres corpus posant le même problème de génétique éditoriale. Philippe commencera par rappeler brièvement les enjeux littéraires liés à la recomposition des recueils, avant de présenter la méthodologie qu'il a suivie lors de la conception de l'outil. Puis nous proposerons quelques résultats obtenus à partir du corpus étudié et les perspectives que ce nouvel outil offre. Gérard Genette nous dit dans Seuil que, dans un recueil de poèmes brefs, l'effet de séquence ou de progression est habituellement très faible et l'ordre est le plus souvent arbitraire. Mais alors, dans le cas où on a plusieurs éditions successives d'un même recueil qui montrent un ordre différent, on peut se demander s'il s'agit de réorganisation arbitraire ou s'il existe des critères pour expliquer ces différences d'ordre qui tiennent par exemple à la progression globale du recueil ou à des contraintes structurelles plus locales. Là, je parle de recueils de nouvelles, de maximes, de contes, de fables, etc. Dans cette contribution, on va montrer de quelle manière des outils de visualisation de réseau peuvent aider à explorer ces questions. Nous proposerons des interfaces web qui permettent à la fois une observation globale des changements d'ordre entre deux versions d'un recueil de texte et des focus sur des phénomènes plus locaux liés par exemple à la structuration du recueil en partie. Ces interfaces peuvent facilement être générées à partir de tables des matières des deux éditions qu'on souhaite comparer du recueil, organisées dans un document tableur. Alors, je vais déjà vous présenter quelques travaux précédents de visualisation globale de différentes éditions d'un texte ou d'un recueil de textes. Ici, par exemple, une visualisation en animation interactive par Ben Fry. Alors, je vous ai juste fait une petite copie d'écran de ces différentes éditions de The Origin of Species de Darwin, avec un système de couleurs qui nous fait apparaître les différentes éditions et un retour au texte possible en survolant la visualisation. Alors là, on voit que des ajouts et des suppressions en fait de différents paragraphes ou phrases modélisées par les petits rectangles. Si on cherche cette fois-ci à tracer les déplacements, l'outil habituel qu'on a dans les éditions critiques, ça va être ce tableau de concordance, comme ici pour les Maximes de la Rochefoucauld chez Classique Garnier. Alors, en humanité numérique, on a eu une proposition en 2016 par Martin Paul Eve à propos de deux versions de Cloud Atlas où il proposait d'utiliser un diagramme de Sankey pour montrer comment s'articulaient ces deux éditions successives. On y voit à la fois des ajouts à droite par des petits rectangles qui sont liés à rien du tout à gauche, des suppressions de la première édition par les petits rectangles de gauche liés à rien du tout à droite, et puis certains liens qui s'intersectent qui correspondent au déplacement de matériel textuel. Vous remarquez que là, dans le diagramme de Sankey, la largeur du lien sert à enfin, donner un aperçu de la longueur du texte correspondante. Et donc finalement, ce diagramme sert un peu à faire une combinaison de deux visualisations précédemment introduites, les slope graphs ou bump charts, si on a plusieurs ordres à comparer. Là, je vous ai donné quelques exemples tirés d'ouvrages d'Edward Tufte, qui a un billet de blog où il évoque ces différentes visualisations. Mais on peut voir aussi à quoi servaient initialement ces diagrammes de Sankey. Ils étaient prévus plutôt comme des diagrammes de flux. Vous connaissez peut-être cette représentation des armées napoléoniennes sous forme d'un diagramme de Sankey au XIXe siècle. Là, c'est les flux d'énergie entre les producteurs à gauche et les consommateurs d'énergie au Royaume-Uni à droite. Je les avais déjà utilisés, ces petites visualisations, dans deux outils en humanité numérique par le passé. Les chaînes de fréquences partagées à gauche avec Nadège Le Chevrel comme moyen de comparer des mots les plus fréquents de deux textes différents et de voir comment ils se réorganisaient, ces ensembles de mots les plus fréquents, ou alors avec Céline Fournial dans Hyperpièce, cette bibliothèque de tragédie, tragicomédie et comédie
de l'âge classique, dont elle cherchait les sources. Elle avait identifié les sources de plus de 600 d'entre elles, et là vous avez un aperçu des sources espagnoles de ces différentes pièces de théâtre, par ce diagramme de Sankey. Et donc là, l'idée est de l'utiliser dans un nouvel outil, Sankey Compare, que vous trouverez en ligne, qui permet de montrer, par exemple, les deux éditions de l'Heptaméron, le recueil de nouvelles de Marguerite de Navarre, dans la version de 1558 et celle de 1559, dont la page de titre indique qu'elles ont été justement remises en ordre. Vous remarquez la coloration par journée, puisqu'il s'agit sur le modèle du Décaméron, d'un ensemble de nouvelles qui sont structurées en 7 journées, puisque le recueil est interrompu avant d'arriver à 10 comme Boccace. À droite, vous avez des recueils de fables de Marie-Amable Petitot de la Ferrandière, fabuliste du début du XIXe siècle. L'édition de 1806 a visiblement été fortement remaniée 10 ans plus tard, en 1816. Cette application se fonde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur un document tableur. Là, je vous ai montré une version en Google Sheets, document partagé, qu'on peut facilement obtenir à partir de la simple table des matières, puisque vous avez un petit code identifiant sur la gauche, le nom de l'édition ici qui va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on met à gauche du diagramme, à droite du diagramme, la partie qui nous permet de savoir comment on va colorer les différents éléments, et puis le titre du texte du recueil, son nombre de pages pour ajuster la hauteur, et puis également, eh bien, si on a retrouvé un identifiant d'une partie à gauche qu'on va lier avec la partie à droite. Enfin, l'URL qui permet, quand on clique sur l'élément du diagramme de Sankey, à gauche ou à droite, d'arriver au texte source. Et donc, ceci nous permet voilà, assez facilement d'établir les données, ainsi que alors quelques petites métadonnées descriptives et de paramétrage, par exemple le nombre de pixels par page des différents petits rectangles qui vont s'afficher. Ceci permettra d'afficher correctement le résultat obtenu sur la page web et de disposer d'un lien, y compris si vous utilisez vous-même sur vos propres fichiers cet outil. Et donc voilà le résultat qu'on peut obtenir, par exemple, alors là c'est deux éditions, je vous en ai pas mis la référence, c'est un travail en cours d'une étudiante de Master 2 sur un texte du 16e dont l'intitulé m'échappe, mais voilà, vous suivrez le lien pour en savoir plus, c'est le document qui est chargé par défaut. Alors passons désormais à l'autrice du corpus qui va nous intéresser, Marceline Desbordes-Valmore, jusqu'à la fin de la présentation. Née en 1786 à Douai, morte en 1859 à Paris. C'est vraiment la poète femme du mouvement romantique et l'une des 3 femmes de lettres majeures du XIXe siècle, après George Sand et Germaine de Staël, en tout cas, si l'on en croit les données du site Histoire d'autrice, qui référence pas mal de manuels scolaires, de programmes divers et variés, de concours et d'examens et des annales. Donc je vais commencer par vous montrer un petit exemple de ces différences d'ordre de 2 versions d'un recueil de poèmes traduits vers l'allemand, puisque Stefan Zweig a écrit une biographie de Marceline Desbordes-Valmore, récemment rééditée au livre de poche en 2020 par Olivier Philippona, à partir d'une traduction des années 1920 d'Alzirella. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce texte avait été publié en allemand par Zweig en 1920, et republié en 1927 avec des différences, non seulement dans le texte de la biographie où il ajoute notamment un chapitre, mais aussi avec des différences sur l'anthologie de poèmes, puisque Gisela Etzelkuhn, la traductrice, est morte entre les 2 éditions, et donc Friederike Maria Zweig, l'épouse de Zweig, traduit quelques poèmes supplémentaires dans la 2e. Mais on voit que, certes, on a 2 ajouts que vous repérez assez facilement avec la couleur bleue ici, les deux poèmes à droite. 14 poèmes, en revanche, sont supprimés de la première version. Alors au passage, je voulais vous montrer qu'ici les liens sont un peu plus sombres dans la visualisation, quand on a une différence de titre à gauche et à droite. Là, c'est un petit peu anodin comme différence, c'est juste le Vor seiner Reise in das Pensionat, voilà, qui est le complément qu'on a dans le titre en français, à propos de « à mon fils » avant qu'il se rende au collège. Donc voilà, pourquoi ces 14 suppressions et pourquoi ces réordonnancements? Eh bien, on a une réponse dans le dernier numéro de J'écris pourtant, la revue dédiée à Marceline Desbordes-Valmore, par Ina Schabert, qui nous apprend qu'en fait, les choix de l'anthologie dans la 2e édition se sont recentrés sur une thématique beaucoup plus biographique. C'est aussi ce qui a conduit à faire les 2 ajouts, et donc au détriment de la forme de variété de poèmes et de thématiques qu'avait choisi initialement Etzelkuhn, mais qui s'éloignait un peu de la structure et des choix faits par Zweig lui-même.
Au cours de nos recherches respectives et notamment au cours de ma thèse, puisque je suis en deuxième année, de doctorat, et ma thèse porte sur les premiers recueils de Marceline Desbordes-Valmore, et également au cours de l'édition des poésies complètes de Marceline Desbordes-Valmore qui est en cours, nous avons, remarqué un fait particulier. Les différents recueils, poétiques de Marceline Desbordes-Valmore, reprennent successivement la plupart des poèmes publiés dans les éditions précédentes. Toutefois, ces poèmes ne sont pas tous repris dans le même ordre et certains subissent même des glissements génériques. C'est-à-dire qu'ils sont déplacés d'une catégorie à une autre, des idylles aux élégies ou des élégies, aux romances. Le problème s'est donc posé, du relevé et de l'observation systématique de ces reconfigurations à l'échelle des recueils, parmi les éditions publiées entre 1819 et 1830. Le premier recueil est apparu en 1819. Il s'intitule Élégie, Marie et Romance. Il s'organise en 3 sections, comme son titre programmatique l'indique, autour de la nouvelle Marie. Celle-ci comprend 8 pièces versifiées qui disparaissent définitivement dans l'édition suivante. Le recueil des poésies de 1820 conserve les élégies et les romances de 1819, à l'exception du poème Médor, et leur adjoint 24 nouveaux poèmes. Les poésies de 1822 retranchent 2 autres romances, Le Réveil créole et John et Sophie, et l'édition est augmentée de 16 créations. En 1825 paraissent les élégies et poésies nouvelles, où figurent 55 pièces absentes des recueils précédents. Donc c'est un recueil de poésie parfaitement inédite. 20 élégies, 4 idylles, 23 romances, 6 contes et 3 poésies diverses. Et enfin, dans le recueil dit collectif, puisque c'est un recueil de recueils qui reprend les recueils précédents, paru en 1830, seuls 11 poèmes des éditions de 1822 et 1825 ne sont pas repris et 62 nouveaux paraissent. L'ordre des poèmes dans ces recueils n'a pour le moment pas fait l'objet d'une étude approfondie, alors que, publié 1 an avant les Méditations poétiques de Lamartine, Élégie, Marie et Romance occupe une place particulière dans le paysage littéraire français en poésie. La correspondance de Desbordes-Valmore indique qu'après avoir confié à son éditeur François Louis, qui a été chargé de l'édition de ses 3 premiers recueils, il lui a confié la tâche d'ordonner les poèmes dans ce premier recueil. Il s'agit d'une lettre écrite le 26 avril 1818 et elle fixe dans une autre lettre au même destinataire le 3 octobre 1818 l'ordre des élégies. Dans sa critique dans les Annales de la littérature et des arts en 1821, Jacques Ancelot déplore l'absence d'une progression dans la 2e édition du recueil, ce qui a pu pousser la poète à revoir de nouveau en profondeur l'ordre des poèmes dans l'édition suivante, publiée l'année d'après. Par ailleurs, dans son étude sur le cycle des poèmes à Delhi, dans ses recueils, Eddie Dixon Young accorde une attention particulière au déplacement en première position, à partir de 1822, du poème auparavant en 2e position. Elle indique que pour privilégier l'un ou l'autre des 2 ordres concurrents, les précédentes études de ces poèmes s'étaient surtout fondées sur des considérations biographiques. Elles-mêmes se fondent sur des considérations esthétiques pour montrer les contrastes entre les 2 premiers poèmes du cycle, quel que soit leur ordre, et le 3e. Alors ici, grâce à la visualisation, on va pouvoir observer une stabilisation dans l'ordre des poèmes, à partir justement de l'édition de 1822, qui va ensuite, se fixer en 1830 en reprenant l'ordre du recueil de 1825. Donc on voit qu'elle aurait potentiellement tenu compte justement de cette remarque pour, établir un ordre, réfléchi. Et on peut aussi porter une attention particulière à, à ces aspects codicologiques trouvés dans un manuscrit du volume des poésies de 1825 et on voit certaines notes autographes, comme, romance à placer après celle qui a pour titre Le Secret. Donc on voit que Marceline Desbordes-Valmore annote, les poèmes pour en décider, la position et l'emplacement dans l'organisation des recueils. On voit également une autre main, donc des notes allographes, qui font aussi part d'une réflexion sur l'organisation des poèmes dans le recueil. Donc on voit que petit à petit, cet aspect est pris en compte dans une démarche octoriale. Ce n'est pas un fait propre à Marceline Desbordes-Valmore, ni en réalité au recueil poétique. Il s'agit même d'une problématique récurrente en génétique
On peut prendre par exemple, le cas de Baudelaire, puisqu'à la suite de son procès, il a fallu retrancher certaines pièces. Il en a ajouté d'autres, il a créé la section tableau parisien. Donc on voit qu'il, les différentes éditions subissent des réorganisations internes. C'est le cas aussi pour les poésies de Stéphane Mallarmé, qui ont fait, l'objet de plusieurs publications dispersées, puis posthumes. Et on voit que les éditeurs viennent aussi mettre leur avis dans l'organisation et dans la logique, des recueils. C'est le cas aussi de Fernando Pessoa. On pense aussi aux Illuminations d'Arthur Rimbaud. Voilà, ce sont des cas assez, célèbres de réorganisation, d'édition à d'autres, des emplacements des poèmes dans les recueils. On peut porter également une attention ciblée aux premières et aux dernières pièces dans chaque recueil. C'est le cas par exemple de l'Arbrisseau. Alors on va voir que l'Arbrisseau occupe la première place tout à gauche du visuel. Le point rouge montre que ce poème a été mis en ouverture, c'est-à-dire qu'il a été retranché, extrait des sections génériques. C'est-à-dire qu'il occupait une position en aplomb des recueils. Et en effet, il est dédicacé au docteur Alibert, qui a accompagné Marceline Desbordes-Valmore dans ses débuts et l'a encouragé à écrire et à publier ses poèmes en recueil. Donc on peut comprendre qu'il y a une forme d'hommage à cette position pionnière de l'Arbrisseau, l'indéracinable premier poème de chaque recueil. On peut aussi prendre l'exemple du berceau d'Hélène, que vous voyez ici en gras. Le berceau d'Hélène était le dernier poème du recueil de 1820 dans la catégorie mélange, et elle est transférée dans une nouvelle catégorie dite des poésies diverses, et cette fois elle est en première position. Donc on voit qu'il y a une réflexion autour de ce poème, justement au moment où l'on a dit que le recueil de 1122 montrait que Marceline Desbordes-Valmore prenait au sérieux cette question de l'organisation des poèmes. Et en effet, si l'on regarde bien les poèmes qui suivent le berceau d'Hélène, on distingue un certain nombre de poèmes qui ont trait à l'enfance. Un beau jour, l'orpheline, un certain nombre de poèmes qui sont donc en fait reliés par une thématique. Et Marcine Desbordes-Valmore avait cette phrase, elle disait: l'enfance est poète. Donc on peut imaginer qu'il y ait là une réflexion autour de l'enfance et de la poésie, et donc une volonté particulière de placer le berceau d'Hélène en première position de cette catégorie. Et on voit qu'elle garde sa position de premier poème de cette catégorie-là en 1830. Un autre aspect aussi intéressant qui est mis en valeur par cet outil, ce sont les glissements génériques qui renseignent sur la polymorphie de certaines pièces. C'est-à-dire que certaines pièces peuvent recouvrir le genre de l'élégie, puis passer dans la catégorie des romances. Alors on prend par exemple le Sommeil de Julien, qui est d'abord une romance dans l'édition de 1819, qui est ensuite basculée en élégie dans le recueil de 1820, et ensuite placée en première position de la section romance pour l'édition de 1122 et celle de 1830. Donc on voit un glissement générique et donc une réflexion autour de cette pièce qui peut-être présentait certains traits plus ambigus. Un autre exemple est celui du conte imité de l'arabe. Le titre indique d'ailleurs déjà un aspect générique. Et on voit qu'il subit un glissement encore plus flagrant de l'élégie à la section mélange, puis en poésie diverse. Et dans ces poésies diverses, on voit que certains contes du recueil de 1125 ont été aussi adjoints. Donc toute une réflexion autour de cette diversité des poèmes et de leur fluidité générique. Les 5 contes en vers repris du recueil de 1825 ne sont plus distingués des autres poésies diverses en 1830, même s'ils restent placés de façon contiguë dans le même ordre. Cela peut conduire à lire comme des contes les poèmes placés juste avant, tirés des poésies diverses de l'édition de 1822. Donc je parlais du conte imité de l'arabe, mais il y a aussi La mouche bleue, L'écolier, Contes d'enfants, ou de l'édition de 1825, Le billet d'une amie et L'autruche et le pélican. Parmi ces 6 poèmes, c'est peut-être pour Le billet d'une amie que ce genre peut sembler le plus surprenant, en apportant justement une autre expérience de lecture. Les différences entre le texte des 2 éditions du poème, visibles en cliquant sur le lien de ces 2 éditions, montrent un changement dans le dernier vers. On va passer de « je le déteste, et quoi, l'aimais-je encore » à « je hais l'amour, et quoi, l'aimais-je encore »
Alors que le pronom le de l'édition de 1825 pouvait être ambigu à la lecture des vers précédents. Donc, est-ce qu'il désigne l'amour ou bien l'amant qui a trahi? Autant la version de 1830 écarte cette seconde hypothèse. Elle introduit en revanche une ambiguïté sur le pronom L' final, autorisant une lecture plus générale sur ce dernier vers, aimais-je encore l'amour, qui sonne alors comme une morale à ce conte. Nous étions donc partis d'une question simple: comment étudier de manière systématique les récompositions de l'ordre des poèmes d'un recueil à l'autre? L'analyse du corpus de Marceline Desbordes-Valmore montre que les déplacements de poèmes ne relèvent pas uniquement d'ajustements éditoriaux ponctuels, mais participent de véritables recompositions de la logique du recueil. L'outil que Philippe Gambette a développé permet précisément de rendre visibles ces transformations, en facilitant la comparaison entre différents états du corpus. Au-delà de ce corpus, cette approche pourrait être mobilisée pour l'étude d'autres traditions poétiques ou d'autres états, d'autres problématiques de génétique éditoriale. Dès lors, il s'agit d'analyser des transformations structurelles entre plusieurs états d'un texte ou d'un recueil. Ce travail invite ainsi à penser les outils numériques non comme de simples instruments de visualisation, mais comme des moyens de formuler de nouvelles questions de lecture. En rendant perceptibles des mouvements difficiles à saisir dans une lecture linéaire, et c'est mon cas dans le cadre de ma thèse, cet outil contribue finalement à renouveler notre manière d'appréhender la dynamique des recueils poétiques et plus généralement des œuvres littéraires. Enfin, il s'agit moins d'automatiser l'analyse littéraire que de créer de nouvelles conditions d'observation des formes textuelles. Et donc en perspective à ce travail, on envisage, c'est actuellement en cours, son emploi sur d'autres recueils de textes. Par exemple sur les caractères de la bruyère, en profitant du fait que le projet Caranium, coordonné par Christophe Chouet, a mis en ligne, les différentes éditions du texte au XVIIe siècle, sous forme d'un fichier XML TEI dont on peut facilement extraire, l'ordre des différents paragraphes. On a aussi, l'idée d'exploiter, le fait que ces changements d'ordre peuvent être modélisés par des permutations en mathématiques pour mettre en place des tests statistiques qui nous indiqueraient si l'on observe des régularités entre, des ordres successifs qui ne pourraient pas être dus au hasard ou en tout cas pour lesquels ce serait très improbable que ce soit dû au hasard en utilisant un test statistique donc. Voilà, dans les prochaines semaines, vous trouverez probablement ceci sur l'outil et on envisage aussi, puisque vous avez vu que seul le premier des deux présentés était personnalisable sur d'autres corpus, eh bien pour le second aussi, celui un peu plus complexe avec plus de 2 éditions, on aimerait bien le rendre adaptable à d'autres corpus tout en gardant une forme de simplicité des données à fournir en entrée. Je vous remercie pour votre attention.